je me présente. Donc, Myriam Laventure, je suis professeure à l'Université de Sherbrooke au Québec et je me spécialise en fait autant dans ma pratique professionnelle que dans mes recherches au niveau de la consommation chez les adolescents et donc, évidemment, qui dit intervenir auprès des adolescents qui consomment, dit intervenir auprès des parents de ces adolescents-là. Donc, tous les concepts de parentalité en contexte de consommation sont au cœur de mes intérêts. Donc, ça me fait plaisir. J'ai tenté de préparer une présentation à partir des questions qu'on m'avait soumises. Mais si d'autres questions viennent, ne vous gênez pas pour les inscrire, puis à ce moment-là, on pourra discuter ensemble. Alors, peut-être juste s'ouvrir pour dire que la majorité, quand on est un parent d'un adolescent, puis je vais parler de la consommation, oui, évidemment, la consommation qui est problématique, mais aussi peut-être un peu de l'initiation à la consommation chez nos adolescents, parce que vous comprenez qu'un adolescent qui commence à consommer ne développe pas automatiquement et aussitôt un problème de consommation. Et tous les adolescents qui s'initieront à l'alcool ou aux drogues ne vont pas nécessairement en développer un problème non plus. Alors, voilà. Et donc, comme je vous dis, on va regarder ensemble, si vous voulez, cette trajectoire-là de consommation, puis comme parents, à quel moment on devrait s'inquiéter, comment on devrait intervenir selon la gravité peut-être de la consommation de notre adolescent, de notre adolescente. Alors, allons-y. Je vous propose donc de tenter de répondre à quelques questions, celles qu'on entend les plus souvent. Souvent, les parents, face à la consommation de leur adolescent, vont avoir différentes questions. Par exemple, comment je peux savoir si mon adolescent consomme de l'alcool ou des drogues? À quel moment on sait que la consommation de mon adolescent devient une consommation qui est considérée problématique? Pourquoi certains adolescents vont consommer un peu, puis ensuite de ça, vont tout simplement arrêter la consommation, alors que d'autres adolescents, d'autres jeunes vont s'initier à la consommation d'alcool et de drogue et vont développer par la suite une consommation plus problématique. Et enfin, on va terminer avec la section, bien, comme parent, moi, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon enfant qui, soit, comme je vous dis, commence à consommer ou s'initie à la consommation ou a développé un problème de consommation. Alors, c'est le menu que je vous propose pour ce midi. Allons-y d'abord avec comment savoir si mon enfant consomme de l'alcool et des drogues. Alors, d'abord, on va se mettre en contexte de l'adolescence. On ne peut pas faire autrement. Mais vous dire qu'adolescence et expérimentation vont de pair. Alors, l'adolescence, si on avait à la décrire, hein, il y a une partie de l'adolescence qui est vraiment d'expérimenter des choses. C'est une transition, c'est une période de transition où l'enfant va s'en aller vers une autonomie d'adulte et au cours de cette transition-là, va tenter des expériences pour se rapprocher du monde adulte, en fait. Et ce qui les caractérise aussi, c'est que nos adolescents sont, dans la grande majorité, parce que leurs fonctions exécutives ne sont pas tout à fait à point. Elles le seront vers l'âge de 25 ans à peu près. Mais donc, c'est des jeunes qui ont souvent des comportements un peu plus impulsifs. Peut-être que vous avez déjà été confronté à des comportements de votre adolescent, puis vous vous êtes dit, bien, à quoi il pensait de faire ça, ou à quoi il n'a pas pensé plutôt de faire ça. Bien, c'est ce petit côté impulsif-là qu'on donne à l'adolescence qui pourrait expliquer ce genre de comportement-là. Puis l'autre chose qui les caractérise aussi, c'est qu'à l'adolescence, on pense à très court terme, alors que nous, dans notre monde d'adultes, parfois, ben oui, on va voir à court terme, on va voir à moyen et à long terme. Et parfois, quand on veut discuter avec nos adolescents, on va leur dire, oui, mais pense à ton futur ou pense à... C'est très, très loin pour un adolescent penser à son futur, puis ce n'est pas une motivation nécessairement... ce n'est pas la motivation première qui va leur venir. Alors, quand on fait de l'intervention avec les adolescents, il faut tenir compte de toutes ces caractéristiques-là. Donc, on est dans une phase de transition, d'expérimentation, qu'on est avec des jeunes qui, à cause du développement de leur cerveau, sont dans des phases impulsives et qui ont de la difficulté à voir à moyen et long terme, qui vont davantage s'arrêter à court terme.
on pourra voir tantôt avec les substances, c'est peut-être un peu ça le problème aussi, c'est que les substances à court terme, c'est rare qu'on a des gros problèmes. Les problèmes avec la consommation viennent davantage à moyen et long terme. Alors, si on voulait les définir, nos adolescents, on pourrait dire que ce sont des expérimentateurs qui sont naturels et s'ajoute à ça le besoin accentué fois 1000 d'être accepté par les amis et se conformer à le cadre dominant, donc à la culture dominante dans laquelle ils baignent. Je fais toujours des blagues en disant, les adolescents, quand on leur parle, ils nous disent « Ah, je veux être différent », mais ils font tout pour être pareils comme leurs amis. Donc, c'est comme si on veut être accepté à l'adolescence, on veut faire partie du groupe, on ne veut surtout pas détonner de la culture. Alors, vous comprenez que ce sont tous là des caractéristiques qui mettent une belle table à l'expérimentation de la consommation. Alors, je voulais partir avec vous juste pour les définir, puis pas pour en faire un portrait stigmatisant ou quoi que ce soit, mais ça définit quand même assez bien ce qu'est un adolescent. Je pars aussi avec quelques chiffres pour vous dire que, donc, ce qu'on sait, on sait que par rapport au tabac et tous les produits du tabac inclus, 21 des jeunes à peu près à l'adolescence rapportent consommer des produits du tabac. Et ça inclut évidemment la cigarette, mais ça inclut aussi le vapotage qui est si populaire depuis les dernières années. Donc, 21 des jeunes de moins de 18 ans vont rapporter consommer du tabac. Quand on leur pose la même question avec l'alcool, 53 des jeunes rapportent consommer de l'alcool. Sur ce 53 %-là, 12 des jeunes rapportent en consommer de façon mensuelle et 11 des jeunes rapportent en consommer de manière excessive. Et quand on parle de manière excessive, on veut dire à peu près 5 consommations standards en une occasion spécifique. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à l'alcool, c'est que depuis les années 2000 à peu près, l'initiation à l'alcool à l'adolescence a quand même diminué. Dans les années 2000, on parlait d'à peu près 71 des adolescents qui s'initiaient à l'alcool. En 2019-20, c'est nos dernières données du pays canadienne. Donc, on arrive à peu près à 53 des jeunes qui en consomment. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que chez les jeunes qui consomment, donc ils sont moins nombreux à s'initier à l'alcool pendant l'adolescence, mais parmi ceux qui consomment, la proportion de jeunes qui consomment de façon excessive, elle, a augmenté au cours des dernières années. Donc, c'est comme si, parce qu'à l'adolescence, on ne consomme pas de l'alcool comme on le fait peut-être à l'âge adulte, goûter un bon vin ou relaxer avec des amis. Vous comprendrez que quand on consomme de l'alcool à l'adolescence, la principale raison, on va les voir tantôt, c'est pour avoir du plaisir, pour faire comme les amis, puis surtout ressentir l'effet de l'alcool, ce qui explique peut-être la consommation excessive. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce 53 %-là, quand on l'étudie, on questionne des jeunes d'à peu près 12 ans jusqu'à des jeunes d'à peu près 17 ans. Évidemment, chez nos 12 ans, cette proportion-là va être un peu plus faible. On va parler d'à peu près 20 % des jeunes de 12 ans qui vont déjà s'être initiés à l'alcool, alors que cette proportion-là va monter jusqu'à 75-77 % quand on va être chez nos jeunes de 17-18 ans. Puis, la plus forte proportion qu'on voit, toute population confondue, c'est toujours chez les 18-25 ans à peu près. Avec le cannabis, donc, je vous ai mis les 3 substances les plus consommées à l'adolescence. Avec le cannabis, c'est 17 % des jeunes qui rapportent consommer du cannabis. Et parmi cette population-là qui consomme, c'est 4,5 % des jeunes qui rapportent en consommer de façon mensuelle. Donc, ce qu'il faut retenir, les chiffres qui nous disent, c'est que tous les adolescents ne vont pas consommer ni tabac, ni alcool, ni cannabis pendant leur adolescence. Certains vont s'initier passé 18 ans, certains vont s'initier à l'adolescence, mais ce n'est pas tous les jeunes. Et ceux qui le feront ne le feront pas tous de façon problématique. Quand on parle de consommation problématique dans la population adolescente, on va parler d'environ 9 % de la population. Alors, à peu près 4,5 % des adolescents qui vont avoir une consommation qu'on dit à risque de devenir problématique, soit parce que c'est des grandes quantités, soit parce que c'est une fréquence. Et il y a un 4,5 % qui, à l'adolescence, ont déjà un problème de consommation
avec l'alcool, le cannabis ou d'autres drogues que je n'ai pas illustrées ici parce que les proportions sont vraiment plus basses, mais si ça vous intéresse, on pourrait aller plus en détail un peu plus tard où je pourrais vous transmettre des documents qui vous permettront d'avoir l'information. Donc, quand on regarde l'adolescent, puis là, nos adolescents, souvent, ce qu'ils vont nous dire, c'est oui, mais tous mes amis consomment. Bien, si vous dites ça, ça ne donne rien de leur sortir des statistiques, là, ça ne fonctionne pas nécessairement. Mais non, tous les adolescents ne consomment pas. Et quand on regarde toute notre population adolescente, c'est environ 9 qui, en fait, mériterait une intervention plus poussée, si vous voulez, face à la consommation. Le reste de la population mériterait, sans contredit, une intervention de prévention, mais pas davantage. Alors, je vous l'ai dit, les 3 substances les plus consommées par les jeunes, c'est la cigarette, l'alcool, le cannabis. Ça reste toujours ces mêmes substances-là. Puis la consommation des produits du tabac, de cigarettes, elle a beaucoup diminué. Mais on a vu une augmentation des produits du vapotage qui, eux, tendent à augmenter au fil des années. Alors, il faut savoir que les substances sont de nature différente. Alors, selon ce qu'on va consommer va avoir un effet différent sur notre système nerveux central. Et c'est vrai pour les adolescents et c'est vrai pour les adultes aussi. Alors, on a des substances qui sont appelées des dépresseurs. Ce qu'ils vont faire, ces substances-là, c'est qu'ils vont ralentir le fonctionnement du système nerveux central. Ici, on va penser à des substances comme l'alcool. Là, vous allez me dire, ben non, quand on prend de l'alcool, un verre, 2 verres, on a du plaisir, on rit avec les amis, etc. Vous avez tout à fait raison, mais ça n'empêche pas que sur votre système nerveux, l'alcool est un dépresseur. Donc, va ralentir les connexions des synapses dans votre cerveau et donc dans ceux de l'adolescent aussi. Et donc, ce que ça va faire, c'est que ça va désinhiber les individus, mettre moins de limites, les rendre plus impulsifs parce que mon cerveau, il est comme au ralenti. Ça, c'est l'effet des dépresseurs. À très long terme, l'alcool sur le système nerveux des adolescents va provoquer un sommeil. Des fois, on boit tellement qu'on s'endort. Et l'alcool peut même provoquer un coma éthylique chez l'adolescent, c'est-à-dire si on prend des grandes quantités rapidement, par exemple des boissons alcoolisées avec un fort taux d'alcool. Donc, ça peut provoquer un coma éthylique. Puis, je ne veux pas être alarmiste, mais juste vous dire que l'alcool peut même provoquer la mort à très, très forte dose parce qu'il va dire au cerveau, arrête d'envoyer des influx électriques dans le corps et le corps va tout simplement arrêter de fonctionner. Mais c'est à très, très, encore une fois, très, très forte dose pour l'alcool. Donc, il faut retenir que l'alcool, bien que ce soit une substance qui est quand même assez accessible, ce n'est pas une substance qui est banale à l'adolescence. Et c'est souvent par cette substance-là que les jeunes vont faire leurs premières expériences. Les premières expériences avec l'alcool, certains, quand on questionne les jeunes, certains vont dire qu'ils le font à la maison avec les parents. Et certains vont le faire davantage avec des amis, un groupe d'amis pour expérimenter. Quand on parle de stimulants, bien, vous aurez compris que le stimulant a un effet contraire sur le système nerveux central. Alors, dans les stimulants, on va mettre la cigarette, qui est la substance la plus consommée, mais vous en consommez peut-être vous-même. Le café est un stimulant. Si on voulait aller dans les autres substances stimulantes, tout ce qui est caféine, tout ce qui est nicotine, théine, c'est des stimulants. Puis si on allait dans les stimulants les plus puissants, évidemment, on s'en irait vers des produits comme la cocaïne, par exemple. Ces produits sur le système nerveux central vont donner un ouf, vont augmenter les connexions dans le système nerveux central et vont donner une impression à forte dose, un peu d'euphorie. Les gens, par exemple, si vous prenez votre café tous les matins et qu'un matin, vous ne prenez pas votre café, peut-être vous allez avoir un petit peu plus de misère à vous réveiller. Pourquoi? Parce que vous avez habituer votre corps tout simplement à cette stimulation-là externe qui est la caféine. Et votre corps va vous dire, hey, ce matin, qu'est-ce qui se passe? Tu ne me la donnes pas. Et donc, c'est la même chose avec la cigarette. Alors, chez les adolescents, oui, il y a des adolescents qui vont expérimenter des stimulants plus forts, mais principalement, ça va être la cigarette qu'on va voir arriver.
Et enfin, il y a la troisième famille des substances qui sont les perturbateurs, dont fait partie le cannabis, qui est également une des substances très consommées par les jeunes. Mais on va mettre aussi dans les perturbateurs des substances comme toutes les substances un peu hallucinogènes, donc que les jeunes peuvent prendre, le PCP, ce genre de choses-là, l'MDMA, qui pourraient être mis dans les stimulants, mais aussi dans les perturbateurs. Alors, qu'est-ce que fait les perturbateurs? En fait, on va les appeler perturbateurs parce qu'ils peuvent avoir à la fois des effets dépresseurs et stimulants sur le système nerveux central des jeunes. Et ça va dépendre, on va le voir tantôt un peu, dans quel contexte le jeune consomme, mais aussi toutes les caractéristiques individuelles de ce jeune-là. Mais en fait, ça devient un perturbateur aussi parce qu'à forte dose, les substances de cette famille-là peuvent créer des hallucinations, vont affecter donc le système nerveux pour faire voir ou entendre des choses qui n'existent pas réellement dans la vie. Mais c'est encore une fois, comme je disais, l'alcool avec le coma éthylique, il faut que ça soit à forte dose pour le cannabis. Ça n'arrive pas avec une petite dose, dépendamment s'il y a vraiment beaucoup de THC dans le cannabis consommé, parce que le cannabis, hein, je ne rentrerai pas dans la définition, mais il y a des cannabis qui sont beaucoup plus puissants que d'autres. Et ça, nos jeunes ne le savent pas toujours. Alors, comment s'apercevoir que notre adolescent consomme? Il y a évidemment des indices de consommation. Il y a des indices de consommation physique, il y a des indices de consommation qui sont plus psychologiques et d'autres comportementaux qui peuvent évidemment vous mettre un petit peu la puce à l'oreille par rapport à la consommation de votre enfant. Ici, je fais quand même une petite note en vous disant attention. Parce qu'on va les regarder, les signes, dans quelques minutes. Et ce n'est pas parce que votre adolescent présente certains des indices que je vais vous donner qu'il consomme absolument. Donc, ce soir, ne partez pas en peur si vous voyez un de ces indices chez votre adolescent. Mais ça peut être une indication. OK? Puis vous allez voir, il y a certains indices, vous allez dire, ouais, mais quand mon jeune est fatigué, il y a ces indices-là, puis vous aurez tout à fait raison. Là, ça ne sera pas. Ça se peut que ça partage, les indices soient partagés par différentes difficultés. Donc, si vous faites de ce genre d'observation-là, plutôt que de sauter trop rapidement aux conclusions, on vous invite bien sûr à valider vos observations ou vos perceptions auprès de votre adolescent et d'ouvrir le dialogue par rapport à la consommation. Alors, quels sont ces indices? Il y en a plusieurs. Encore une fois, si vous voulez, je pourrais transmettre à Chloé, puis qui pourra vous transmettre ensuite plus de documentation sur le sujet, mais voici les principaux. Alors, indices physiques, par exemple, avec la consommation de cannabis, ce qu'on va voir, c'est un œil qui est rougi, un œil qui est plus vitreux. On peut le voir un petit peu avec la consommation d'alcool aussi, l'œil plus vitreux. L'œil rougi, il faut faire attention parce qu'il y a des petites gouttes qui se vendent qui enlèvent toute cette indication-là. Donc, le Clear Eyes, pour ne pas le nommer, mais c'est une compagnie parmi d'autres, mais qui vont enlever cet indice-là, puis donc va être très difficile à détecter par quelqu'un de l'extérieur. Évidemment, avec l'alcool, toute la laine éthylique, on sent l'alcool, évidemment. Ensuite de ça, avec les indices physiques, on va avoir, lorsqu'intoxiqué, difficulté à parler. Si on est, par exemple, avec une consommation d'alcool ou une consommation de cannabis aussi peut avoir cet effet-là. On va avoir, dépendamment de ce qu'on consomme comme substance, peut-être parler plus rapidement et parler beaucoup plus qu'on le fait habituellement. On peut voir ça parfois avec le cannabis, puis on va le voir avec des stimulants un petit peu plus puissants. Avec les dépresseurs, on va voir un ralentissement des gestes, des actions, de la difficulté pour certains, même de la difficulté à marcher. Donc, on peut le voir un petit peu avec le cannabis aussi. Encore une fois, de la confusion, de la difficulté à avoir les idées claires, de la somnolence ou au contraire de l'insomnie, dépendamment de quelle substance votre adolescent aura consommé. Si la substance consommée est prise par inhalation, on peut remarquer dans les indices physiques ce qu'on appelle des reniflements. Donc, avoir toujours l'impression que le nez nous coule. Alors, les jeunes vont avoir ce réflexe-là.
Et avec la consommation de cannabis, évidemment, si vous avez déjà vous-même consommé ou avez été en contact avec des jeunes qui consomment du cannabis, il y a cette fameuse fringale qui arrive à peu près 1 heure après la consommation et nos jeunes dévalisent alors notre frigo. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut observer. Donc, là, encore là, je vais vous prendre un exemple ici avec les fringales parce que c'est super important. Si vous êtes parent, je vais prendre l'exemple des garçons parce que, me semble, c'est encore plus frappant, mais à l'adolescence, ils sont en pleine croissance. Puis vous allez me dire, ouais, mais Myriam, je ne comprends pas comment il peut être plus dans le frigo qu'il est dans le frigo, mon adolescent, parce que me semble qu'il demande toujours. Et vous avez raison, et ce n'est pas nécessairement un signe qu'il a fumé du cannabis, c'est peut-être juste un signe de croissance. Donc, comme je vous le disais tantôt, il faut faire très attention. Dans les indices psychologiques, vous avez l'irritabilité, l'agressivité, la peur inhabituelle, donc avoir peur de certaines choses, un petit peu de paranoïa, mais pas un trouble paranoïde, mais de la paranoïa, de l'impulsivité, de la perte d'intérêt pour des choses qu'avant, il aimait beaucoup, que ce soit des sports, de l'art, l'école, etc. Et des changements dans la perception qu'il peut avoir de lui-même ou que votre fille peut avoir d'elle-même. Dans les indices comportementaux, ce qu'on va observer, parfois le changement du réseau d'amis, l'apparition de difficultés scolaires, votre jeune commence à sortir plus souvent, fait plus de cachotterie, respecte moins les règles, peut posséder des objets qui sont inhabituels, des bouteilles trouées, des papiers à rouler, des petites pipes pour fumer du cannabis. Donc, vous pouvez aussi observer peut-être des petits vols à la maison, dans votre porte-monnaie. Évidemment, plus la consommation prend en ampleur, plus ces indices-là vont être observables chez votre jeune. Un jeune qui a fumé du cannabis une fois dans sa vie, vous ne verrez rien de ça apparaître sûrement comme indice ou peut-être le soir même, la petite fringale puis les yeux rouges, mais c'est tout ce que vous allez voir. Il y a des indices qui apparaissent évidemment avec le fait que la consommation devient plus régulière. Je trouvais intéressant aussi de vous montrer rapidement pourquoi les adolescents consomment. Alors, peut-être que parfois, si vous voulez ouvrir la conversation avec votre adolescent, il est préférable de discuter des raisons de la consommation plutôt que de discuter de la consommation elle-même. C'est-à-dire, c'est à la limite là, de savoir ce qu'il a consommé, quand, avec qui, où, combien. C'est peut-être pas tant important, puis peut-être que la porte va se fermer plus rapidement si vous abordez le sujet de cette façon-là. Je vous invite peut-être à l'aborder du côté des raisons. Pourquoi tu as consommé, pourquoi tu as voulu essayer, etc. Puis, vous verrez, là, si vous le voyez dans le bas de mon graphique, c'est les raisons les plus souvent apportées. Bien, c'est pour mieux apprécier une fête avec les amis, juste parce que ça m'amuse plus, parce que c'est plus drôle quand je suis avec les autres, parce que quand je consomme, j'ai l'impression que les fêtes sont plus réussies, parce que j'aime la sensation que ça m'apporte. Et voyez-vous, ça, c'est les 5 raisons les plus rapportées par les adolescents pour consommer. On est loin des raisons qui, vous allez voir, on monte un peu plus haut, mais qui sont en plus faible proportion, sur des raisons qui sont plus associées à des problèmes. Alors, sur une plus faible majorité, il y a quand même des jeunes qui consomment pour se saouler, donc pas pour le goût définitivement, mais pour l'effet, pour se réconforter lorsqu'ils sont de mauvaise humeur, donc un peu gérer leur humeur, pour oublier les difficultés qu'ils vivent, parce que ça m'aide quand je suis déprimée ou que je suis nerveux, puis pour ne pas me sentir exclue de mon groupe d'amis et pour être appréciée par les autres. Puis vous voyez, là, garçons-filles, il y a des petites différences, pas très grandes, mais les garçons le font les garçons sont un petit peu plus nombreux que les filles à consommer pour des raisons, je dirais, de plaisir lucratif, alors que les filles associent davantage leur consommation à des situations un petit peu plus problématiques, donc gérer leur humeur, oublier leurs problèmes et ce genre de choses-là. Quand sait-on qu'il s'agit d'une consommation problématique? Alors, pour définir qu'une consommation est problématique, il faut considérer différents facteurs.
l'adolescence, là, on ne peut pas comparer un jeune de 12 ans puis un jeune de 17 ans sur un même axe parce que dans le développement, c'est tout à fait différent. Alors, on va évidemment considérer l'âge de notre adolescent pour regarder la différents facteurs. Moi, comme intervenante, un jeune de 12 ans qui consomme, qui s'initie à l'alcool et aux drogues m'inquiète davantage qu'un jeune de 17 ans. Vous aurez compris ça. Un jeune de 12 ans qui consomme de l'alcool tous les week-ends, ça m'inquiète davantage qu'un jeune de 17 ans qui a le même comportement. Donc, l'âge du jeune est super important. La nature des substances qui sont consommées, évidemment, je vous ai nommé les substances qui l'étaient davantage. Donc, votre jeune va vous dire, l'entrée dans la consommation va se faire habituellement par, je dirais en 2022, le vapotage et la consommation d'alcool. Déjà, un jeune qui me dit « je consomme du cannabis », bien, je me dis « OK, bien, on est rendu à une autre étape dans la consommation ». Un jeune qui me dit hey, « je consomme, je ne sais pas, j'ai essayé des hallucinogènes », je me dis « oups, on est rendu ailleurs dans la consommation ». Alors, la nature de la substance consommée devrait être un indicateur pour définir une consommation problématique. Ensuite, vous avez la fréquence de la consommation. On va les voir tantôt, les types de consommateurs, mais un jeune qui expérimente une fois, qui essaye ou lors d'occasions spéciales, peut-être même en famille, consomme un peu d'alcool, il y a moins lieu de s'inquiéter qu'un jeune, par exemple, qui en consomme de façon hebdomadaire, voire quotidienne pour le cannabis. Tantôt, je vous parlais de l'excès de consommation d'alcool. Alors, évidemment, on va s'intéresser, on va s'inquiéter quand les quantités de substances consommées sont plus grandes. Donc, un jeune qui consommerait une bière, encore une fois, pour moi, serait moins problématique qu'un jeune qui consommerait 5, 6 consommations. Puis là, les jeunes, des fois, ils vont nous dire « Oui, mais regarde ma stature, moi, je pèse 170 livres. C'est sûr qu'à côté de l'autre qui pèse 85 livres, bien, ça n'a rien à voir. La quantité, les quantités problématiques sont les mêmes pour tous les jeunes. On n'augmente pas avec le poids des garçons plus costauds. Et ensuite de ça, ce qu'on va regarder au niveau de la consommation problématique, quand la consommation devient-elle problématique, c'est est-ce que cette consommation-là cause des problèmes, a des conséquences dans les différentes sphères de vie de l'individu, de notre adolescent. Alors, est-ce qu'il cause des problèmes dans ses relations familiales, interpersonnelles? Est-ce que la consommation cause des problèmes à l'école? Est-ce que la consommation cause des problèmes au niveau de la santé? C'est plus rare chez les adolescents que chez les adultes, mais quand même, il y a certains adolescents au niveau des troubles de sommeil, des choses comme ça. Est-ce que la consommation apporte des difficultés au niveau de la santé mentale? On disait tantôt, l'alcool, c'est un dépresseur. Mais à force d'en boire beaucoup, à un moment donné, on peut devenir plus déprimé, plus anxieux avec l'alcool. Donc, il faut faire attention. Donc, on va essayer de regarder, est-ce que la consommation de mon adolescent a des conséquences négatives associées dans des différentes sphères de vie? Et si oui, bien là, vous pourrez considérer que la consommation est davantage problématique que s'il y a il y a de la consommation, mais il n'y a aucun problème autour de lui, autour de votre adolescent. Alors, je vous disais, il y a différents types de consommateurs. On va passer d'un usage qui est expérimental, occasionnel, à un usage qui est problématique. Donc, ici, c'est vraiment à titre informatif que je vous les mets. On peut bouger, c'est comme un axe de consommateurs. On peut se promener d'un à l'autre. Alors, évidemment, je ne l'ai pas mis, mais il y a les abstinents, il y a les jeunes qui ne consomment pas du tout. Et après cette catégorie, ou qui ont déjà consommé et qui ne consomment plus. Et après cette catégorie d'abstinents, il y a l'usage qu'on va appeler expérimental ou occasionnel. Alors, une consommation exploratoire ou occasionnelle, c'est une consommation, somme toute, qui va être une ou deux fois pour essayer ce que la substance fait ou lors d'occasions très spéciales. Alors ici, on pourrait dire le temps des fêtes, Noël en famille, les bals de finissant qui arrivent bientôt, lors des bals de finissant. Mais c'est des occasions qui sont quand même occasionnelles. Le mot, on va le dire, là, parce que des fois, quand on questionne les jeunes, ils disent « Ouais, mais c'est des occasions, c'est des fêtes avec mes amis. » Oui, mais quand tu arrives à avoir des fêtes tous les vendredis, samedis avec tes amis, on ne parle plus, oui, c'est des occasions, mais on ne parle plus d'une consommation qui est occasionnelle. Habituellement, un usage expérimental ou occasionnel,
ne va pas avoir beaucoup d'effets, de conséquences négatives sur la vie de l'adolescent. OK? On va arriver ensuite dans un usage qu'on va appeler plus à risque ou, si vous voulez, plus régulière. Cette consommation-là peut aller de 1 à 2 fois par mois à 1 fois par semaine. Donc, encore une fois, dépendamment de l'âge de l'adolescent. Et ce niveau de consommation-là peut commencer, habituellement, peut entraîner certaines difficultés dans la vie de l'adolescent. Et ce qu'on va remarquer dans l'usage à risque, c'est que souvent, il va commencer à y avoir ce qu'on appelle une dépendance psychologique chez notre adolescent. Alors, ça va être des moments souhaités par l'adolescent, ce moment de consommation-là. Et donc, ce n'est pas une dépendance physique à la substance. Si je n'en prends pas, je ne me sens pas bien physiquement. Mais c'est une dépendance, donc quand même, j'espère et je prévois en fonction du moment où il y aura de la consommation. Et vous avez la dernière catégorie qui est l'usage problématique, donc la consommation qui est régulière, mais cette fois-ci plus d'une fois par semaine, voire jusqu'à quotidienne, ou une consommation qui est irrégulière, mais excessive dans la quantité. Et quand on arrive à ce genre de niveau de consommation-là, il y a définitivement des conséquences négatives dans certaines sphères ou dans plusieurs sphères de la vie des adolescents. Je vais passer rapidement parce que là, je vois le temps file rapidement, mais je vous ai mis des indicateurs sur ce que c'est la dépendance et donc par définition ou l'addiction, mais ce qui est par définition une consommation problématique. Et c'est une quantité importante sur une longue période, de la difficulté à contrôler, donc une dépendance psychologique, une diminution d'autres activités que j'aimais faire avant qui ne sont plus présentes et la poursuite de cette consommation-là, malgré qu'il y ait des problèmes associés à la consommation. La tolérance aussi, je trouve important de vous en glisser un mot. En fait, la tolérance, c'est le fait que l'organisme s'habitue à l'exposition répétée d'une substance. Et par exemple, si on voulait prendre de l'alcool, bien, quand on développe de la tolérance, bien, peut-être qu'au début, prendre une bière, ça m'étourdissait un peu, puis ça me donnait un petit feeling. Donc, mais à force d'en boire tout le temps, la bière n'aura plus le même effet et pour retrouver cet effet-là, je devrais augmenter la dose de la substance ou changer de substance dans la même famille. Il faut faire attention ici parce que la tolérance a souvent eu le dos large et à cause de cette définition-là, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah oui, faites attention à l'adolescence, les jeunes là, qui commencent à consommer de l'alcool, après, là, ils fument de la drogue, puis là, ils s'injectent, puis ce n'est pas une trajectoire, ce n'est pas sine qua non, là, ça ne veut pas dire ça, je vous le disais tantôt, et c'est sous le seuil de la tolérance qu'on a donné ces fausses croyances-là. Donc, je vous le répète, tous les jeunes qui s'initient à la consommation ne développent pas nécessairement une consommation problématique et certains jeunes vont toucher l'alcool puis ne toucheront aucune autre substance que l'alcool. Je vais passer ici. Puis, je vais terminer cette partie-là, puis s'il y a quelques questions, je pourrais répondre. Alors, pourquoi certains jeunes vont développer une consommation problématique alors que d'autres non? Il y a des signes avant-coureurs. Un des plus importants dans les études, c'est l'âge du premier essai de la consommation. Alors, plus le jeune va s'initier tôt à la consommation et plus il va augmenter ses risques de développer une consommation problématique. Il y a même des études qui nous disent que la probabilité de développer une dépendance à l'adolescence diminue de 9 à chaque année qu'on retarde la consommation. C'est pour ça que quand on fait notre... Je vais juste fermer ça ici. C'est pour ça que quand on fait de la prévention, ce qu'on vise à faire avec la prévention, c'est de retarder le plus possible l'âge de la première consommation parce que ça a un impact réel sur la suite de la consommation. En règle générale, dans une consommation d'alcool, on va dire avant 14 ans, c'est un important prédicteur de la possibilité de développer des problèmes d'alcool ultérieurs. Encore une fois, ce n'est pas direct, puis ça ne veut pas dire que ça va l'être. Mais quand on questionne les jeunes qui ont développé une consommation problématique et on leur demande à quel âge tu t'es initié, souvent, ça va être avant l'âge de 14 ans qu'ils vont avoir commencé à consommer. OK? Donc, comme parents, si on veut initier nos jeunes à la consommation d'alcool, ce qui est tout à fait correct si on souhaite le faire sous surveillance, bien, peut-être attendre que notre jeune ait 14 ans et plus pour le faire.
Il y a des facteurs de risque aussi et de protection qui vont faire en sorte qu'il y a des jeunes qui vont être plus à risque que d'autres. Le premier, c'est des problèmes de santé mentale. Alors, les jeunes, puis encore une fois, ce n'est pas une équation, là, 1 plus 1 égale 2, hein, c'est des facteurs de risque. Donc, ça peut arriver de façon proportionnelle, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver. Donc, il y a les problèmes de santé mentale qui vont être observés dès l'enfance. Les jeunes qui ont plus de difficultés de comportement à l'enfance, les jeunes qui ont des troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité, les jeunes qui ont des problèmes de dépression et d'anxiété à l'enfance, c'est-à-dire avant l'adolescence, on voit dans les études que ça accroît les risques de développer un problème de consommation à l'adolescence. Il y a aussi certains facteurs physiologiques ou de tempérament qu'on observe. Alors, chez les jeunes qui recherchent des sensations fortes, chez les jeunes qui ont de la difficulté à contrôler leurs émotions, donc qui sont plus impulsifs, les jeunes qui ont des capacités réduites à planifier, à se concentrer, à raisonner, à exercer un bon jugement et à contrôler leur agressivité sont plus à risque de développer des problèmes de consommation à l'adolescence que les jeunes qui n'ont pas ces facteurs-là. Les autres facteurs qu'on voit, c'est avoir une faible estime de soi, avoir des antécédents de trauma, donc que ce soit violence physique, violence psychologique, violence sexuelle. Vivre dans une famille qui affiche certaines caractéristiques. Donc, provenir d'une famille où les parents sont eux-mêmes consommateurs, ça augmente les risques de développer soi-même un problème de consommation. Chez les parents où il y a des problèmes de personnalité antisociale, donc un peu liés à la délinquance, ça augmente les risques aussi. Chez les parents plus absents, moins disponibles pour leurs jeunes, et chez les parents qui sont très permissif par rapport à la consommation d'alcool et de drogue, on va voir plus de risques que le jeune s'initie à la consommation. Évidemment, un jeune qui se tient avec des amis qui ont eux-mêmes des problèmes de comportement ou qui consomment de l'alcool et des drogues, on augmente la consommation. L'absence de modèles positifs. Donc, parfois, les jeunes, au niveau de la famille, n'ont pas des modèles positifs, mais il y a un adulte à l'école ou un intervenant qui offre un modèle positif puis à qui le jeune va s'attacher. C'est un bon modèle, un bon facteur de protection qui peut venir pallier à bien des facteurs de risque. Donc, l'absence de modèles positifs ou l'admiration envers des personnes qui ne sont pas des bons modèles nécessairement, évidemment, ça va augmenter les risques. Et l'exposition à certains facteurs sociaux. Ici, on parle beaucoup, quand on parle des facteurs sociaux, le fait de vivre dans une collectivité ou un quartier plus défavorisé où il y a de la consommation, ça va placer notre jeune avec des risques plus élevés. Vous comprenez que les facteurs de risque, bien, à l'inverse, par exemple, un jeune qui se tient avec des amis qui ne consomment pas, bien, il y a un peu un facteur de protection qui s'installe. Un jeune qui n'a pas de consommation dans sa famille, que les parents sont présents, que les parents sont aimants, que les parents donnent des modèles de consommation positifs, bien, c'est des jeunes qui sont moins à risque de s'initier à la consommation à l'adolescence. La dernière chose, peut-être pour expliquer comment se développe la consommation problématique, il faut regarder, la consommation, c'est un tout. Alors, tantôt, je vous disais, il faut regarder la substance, oui, mais il faut regarder aussi l'individu. Alors, un individu qui a des vulnérabilités personnelles, je vais aller tout de suite à mon autre diapo. L'individu qui a des vulnérabilités personnelles, qui a des dispositions génétiques à la consommation, qui a des expériences de vie particulières, je vous parlais de trauma tantôt, peut avoir une influence sur sa consommation. Au niveau de la substance, l'effet que produit qui est produit par l'alcool ou l'autre produit choisi, le fait que la substance est accessible aux jeunes, le fait que le jeune aime le goût, aime l'effet, la quantité consommée va avoir un effet différent chez le jeune et va peut-être l'accrocher ou pas. Et ensuite, le contexte dans lequel le jeune va consommer, s'initier et continuer la consommation, les valeurs, la culture. Tantôt, on parlait,
d'amis qui consomment, bien, tout ça va faire en sorte que ça peut augmenter les risques de développer une consommation problématique ou non. Et là, on aurait pu prendre dans une même situation deux garçons du même âge avec des caractéristiques personnelles différentes, mais qui consomment la même substance dans le même contexte et ils ne vivront pas le même effet par la substance dans le contexte à cause de leurs caractéristiques individuelles. Et peut-être que l'un d'eux va vouloir poursuivre et répéter l'expérience alors que l'autre va dire non, moi, ça ne m'intéresse plus. Alors, dès qu'on change un élément, que ce soit l'individu, les caractéristiques de l'individu, de la substance ou du contexte, on vient influencer le fait que certains vont développer des problèmes de consommation alors que d'autres non. Alors, vous voyez, si quelqu'un avait une recette pour nous dire, hey, s'il a tel âge, il consomme telle chose, puis telle affaire, puis là, il va avoir un problème de consommation à l'adolescence, si on avait cet algorithme-là, on ferait beaucoup d'argent avec l'algorithme. Mais il y a tellement de facteurs à considérer quand on veut évaluer la consommation chez les adolescents. Bien, c'est ce qui fait que ça rend, comment je dirais, la situation d'évaluation est particulière à chacun des adolescents. Je ne sais pas si vous voulez qu'on prenne un petit 5 minutes maintenant, si vous avez des questions sur cette première partie-là, parce qu'après, on va aller plus dans, comme parent, qu'est-ce que je peux faire si je vois que mon enfant consomme ou je m'inquiète ou il n'a pas commencé à consommer, mais je veux aborder le sujet avec lui. Est-ce qu'il y a des questions juste sur la consommation en haut? Si vous voulez, vous pouvez les inscrire aussi dans le chat. Pour le moment, on n'a pas de questions, mais ça va peut-être arriver. Si personne, on peut continuer à ce on peut moment-là. poursuivre. Ouais. Effectivement, on peut poursuivre. Puis, si vous voulez, on va, à la fin, là, on aura tout le loisir de poser des questions. Alors, maintenant qu'on a toutes ces informations-là. Attends, il y a une question, je pense, qui vient juste d'arriver. Parfait, allons-y. À Vancouver, on entend parler des drogues dures comme cocaïne. Comment parlons-nous de l'empoisonnement des drogues avec le fentanyl, etc.? Oui. Bien, première chose, je pense qu'il faut en parler, il faut en discuter. On n'en parlera pas de la même façon avec un adolescent qui a 12 ans, avec un adolescent qui risque d'être exposé. Hein? Donc, déjà, dépendamment de l'âge de votre adolescent, on va l'aborder de façon différente. Mais quand on parle de consommation avec les adolescents, puis là, je vais revenir à la cocaïne avec le fentanyl dans quelques minutes, mais juste l'alcool. Prenons juste l'alcool. Tout alcool n'a pas le même pourcentage d'alcool. La bière a 5 la boisson forte peut avoir jusqu'à plusieurs quantités d'alcool, le vin, 12, 17 voilà. C'est des choses qu'on doit discuter avec nos adolescents, ça. Toute substance n'est pas identique, même si c'est de l'alcool, même si c'est des drogues, ce n'est pas identique. Et moins les drogues sont régies, donc c'est le cas, par exemple, l'alcool est régi maintenant, le cannabis l'est davantage parce qu'il a été légalisé, mais toutes les drogues qui ne sont pas régies, comme par exemple la cocaïne, les opiacés, bien, c'est des drogues dans lesquelles on risque de retrouver différentes substances, ce qui est impossible en fait de savoir ce qu'on consomme. Puis c'est ce que vous devez dire à vos adolescents. C'est qu'au-delà même de la consommation, le produit, ils doivent être, je vais dire comme ça, mais critiques du produit qu'ils vont prendre. Donc, ils doivent être informés de dire, bien, un produit que tu achètes de façon légale, qui est l'alcool, le cannabis, pas parce que je veux les encourager à en consommer, pas du tout, mais il est régi. Et là, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Mais quand tu t'en vas dans n'importe quel autre produit, il y a des risques que ce produit-là soit pas pur, qu'on te vende un produit qui, en fait, n'est pas le produit qu'on te vend. Et cette discussion-là, vous devez l'avoir avec votre adolescent. Et la même chose de dire, bien, tes amis, là, quand ils arrivent avec une substance, là, puis qu'ils te la proposent, là, la première question que tu devrais leur demander, c'est où tu t'es procuré cette substance-là? À qui tu t'es procuré cette substance-là? C'est ce que je vous dis, c'est qu'il faut qu'on développe le sens critique. Donc, même au-delà de dire est-ce que je dois la consommer ou pas la consommer, ça, c'est une question. Mais quand je décide de la consommer, il faut que je me demande d'où vient cette substance-là. Même mon amie, si elle est bien gentille, si elle ne sait pas d'où vient la substance, bien, c'est un risque à prendre de la consommer. Donc,
moi, je vous invite à le discuter de cette façon-là. Pas dans l'interdiction de le prendre, mais dans l'éducation à faire avec votre jeune de la substance qu'il va consommer. Puis, c'est vrai s'il achète du cannabis qui n'est pas dans les succursales d'où on vend le cannabis de façon légale. S'il achète le cannabis parce qu'il se vend encore sur du marché noir, bien, si je l'achète sur le marché noir, mon cannabis, je ne sais pas davantage qu'il y a dedans. OK? Et encore une fois, il faut, comme jeune, que je pose les bonnes questions. Donc, comme parents, on a le rôle de les éduquer là-dessus puis de leur dire quelles questions tu penses que tu devrais poser quand tu veux consommer une substance. Quand tu consommes de l'alcool, est-ce que tu regardes la proportion d'alcool qu'il y a dedans? Il va te dire oui, plus qu'il y en a, plus j'aime ça. Oui, mais tu comprends que si tu consommes une boisson à 40 d'alcool, peut-être que tu ne commences pas par un grand verre, peut-être que tu peux commencer par une petite portion, contrairement à un 5 d'alcool où là, tu peux prendre un verre, puis l'effet va peut-être être moins dommageable. Il faut informer nos enfants de ces choses-là, puis je pense que ça va avec le fait de dire, puis le faire, ce n'est pas de dire il va consommer davantage. Le faire, c'est de dire s'il consomme, il va consommer de façon informée, mon enfant. Puis ça, je trouve ça super important. Donc, il faut l'ouvrir. Pour répondre à votre question, il faut l'ouvrir. Puis encore une fois, peut-être qu'avec les plus jeunes, 12, 13, 14 ans, je parlerai d'abord de l'alcool, je parlerai d'abord du vapotage, qui n'est pas seulement de la nicotine, puis du vapotage, que parfois, il n'y a pas de nicotine, mais parfois, il y a de la nicotine dans le vapotage. Je commencerai avec ces substances-là auxquelles ils sont exposés. Puis, plus tard, en augmentant, j'augmenterai avec les autres substances auxquelles ils risquent d'être exposés aussi. Alors, première chose, je sais que je vous apprends souvent pas grand-chose aujourd'hui, mais qu'est-ce que je peux faire comme parent pour aider mon enfant, que ce soit, on va parler de communication tantôt, mais que ce soit au niveau d'une initiation à la consommation ou même quand j'ai des doutes que mon enfant consomme peut-être de façon plus fréquente ou consomme de façon problématique. Je voulais d'abord vous parler de la supervision parentale et bien définir ce que c'est la supervision parentale, parce qu'on pense que la supervision parentale, c'est seulement le contrôle, alors que c'est tellement plus que ça. Il y a 3 principales composantes et vous allez voir, la supervision parentale, elle ne se fait pas seule, elle se fait en relation avec notre adolescent. Les 2 premières vous concernent, donc c'est le contrôle parental. Évidemment, comme parent, vous devez placer des structures. Vous devez dire, c'est quoi, vous, votre posture par rapport à la consommation? Il faut que vous le nommiez à votre enfant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Est-ce que ça vous inquiète? Et c'est des choses qu'on doit nommer. Et après, dans le contrôle parental, on doit mettre des règles et des normes. OK? Et si ces règles et ces normes-là ne sont pas appliquées, il doit y avoir conséquences. Le mot d'ordre dans le contrôle et la supervision parentale, ce n'est pas compliqué. Il y a 2 termes importants à retenir, c'est constance et cohérence. Et cohérence, je vous dirais, si vous êtes en couple, vous êtes 2 parents dans un couple et vous vivez toujours en couple, même si vous êtes séparés, mais vous êtes toujours les 2 parents de cet enfant-là. Il faut qu'il y ait une cohérence un peu dans ce qu'on donne comme message à notre adolescent. C'est plus difficile quand on n'est plus ensemble, mais quand on est ensemble, il faut quand même, comme parents, faire un consensus puis dire, ça va être quoi, nous, qu'on va dire à nos adolescents par rapport à la consommation. Et donc, puis même pour nous, après, si j'avance quelque chose, dans ma posture par rapport à la consommation, je dois y avoir une certaine cohérence. Puis cohérence dans ce que je dis, puis cohérence dans ce que je fais comme parent aussi. OK? Et il doit y avoir une constance. Donc, ça veut dire que je n'ai pas la même posture avec mon adolescent de 12 ans puis celui de 17 ans. Ça, on est dans la cohérence. Mais ce que je dis, je le maintiens. Ça ne va pas être mes humeurs que je vais changer d'idée en cours de route, je vais le maintenir. Puis si j'ai avisé mon jeune qu'il y aurait une conséquence, il faut qu'il y ait conséquence. La sollicitation parentale, c'est tout le côté affectif que vous devez donner à votre enfant. Parce que plus vous allez le faire, plus vous allez passer du temps de qualité, puis je sais bien là, qu'à l'adolescence, il en cherche moins qu'avant. Mais si vous avez habitué, il y en a qui
disent que ça commence tout petit, la prévention, puis la prévention à la consommation, puis la supervision parentale. Ça commence dès que nos enfants sont très jeunes. Mais si vous passez de ces bons moments-là avec votre enfant et que vous initiez des discussions avec votre jeune, vous initiez des moments agréables avec lui, bien, le contrôle parental va être d'autant facile à instaurer. Et dans la supervision parentale, il y a l'aspect d'auto-révélation. C'est l'initiative de votre jeune à venir vers vous. Mais plus vous allez le solliciter comme parent, plus vous allez être constant et cohérent dans votre contrôle parental et plus il va y avoir d'auto-révélation de la part de votre adolescent. Ça semble, là vous avez dit, voyons, ça semble facile dit de même, mais c'est vraiment quelque chose dans les études qui ont été démontrées. Et plus on fait ça jeune avec nos enfants, à l'adolescence, même s'il nous rejette un peu du revers de la main puis qu'il dit que ses amis sont plus importants que nous, si on a mis en place cette supervision parentale-là équilibrée, elle va rester dans notre relation avec notre jeune. C'est pour ça que quand on parle de consommation avec notre jeune, il faut qu'il y ait une forme de contrôle parental, mais il faut qu'il y ait aussi une sollicitation parentale pour que notre jeune, s'il arrive quelque chose, il y ait de l'autorévélation de sa part par rapport à sa consommation. Alors, on sait qu'un manque de supervision peut entraîner des difficultés chez l'adolescent, mais attention, l'inverse est aussi vrai. Un niveau de supervision trop rigide qui serait uniquement centré sur le contrôle parental pourrait aussi contribuer à l'apparition de problèmes. Alors, qu'est-ce que c'est le contrôle parental? D'abord, confirmer votre position face à la consommation, poser clairement vos limites, c'est ce que je vous expliquais. Puis, je vous donne ici quelques trucs, quelques règles de base à adapter à l'âge de votre adolescent, évidemment. Mais des règles parentales, des limites parentales, il ne peut pas en avoir 10 000. Sinon, votre adolescent, il va se sentir en cage puis ça ne fonctionnera pas. Vous devez faire un exercice pour vous-même d'abord, faire une liste des limites qui sont importantes pour vous, les mettre en ordre de priorité pour vous, puis gardez juste les plus importantes. Les autres, donnez du lest, jetez-en un petit peu. On va énoncer clairement nos limites à notre adolescent, pas penser qu'il les comprend par lui-même, elles doivent être explicites, nos limites, et identifier, nommer des conséquences si on franchit ces limites-là. Et si les limites sont franchies, s'il vous plaît, appliquez les conséquences. Et quand l'adolescent, n'oubliez jamais la partie, parce que là, je vous l'ai dit, il y a la partie relationnelle et émotive. Quand votre adolescent les respecte, les limites, là, bien, remerciez-le de respecter les limites. C'est super important. On a tendance, comme parents, des fois, à être bon, à souligner ce qui ne marche pas, mais quand ça marche, on ne le fait pas. Si vous voulez garder le côté plus affectif à votre relation, il faut remercier. Alors, comment en parler avec notre enfant? Je vous dis d'entrée de jeu, prenez les devants. N'hésitez pas à en parler. Comme je vous disais tantôt, plus jeune, on va parler des substances qui sont à eux, donc la nicotine, l'alcool que nos jeunes voient très jeunes. Là. Et ensuite de ça, en augmentant d'âge, on pourra parler d'autres sujets. Aborder calmement le sujet. Je vous suggère de parler plutôt de ce que vous ressentez plutôt que de critiquer l'attitude de votre adolescent. Encouragez-le à exprimer, lui, comment il se sent. Quand il y a des silences, des fois, comme parents, on cherche à les remplir. Des fois, les silences ont leur rôle à jouer, donc importance. Je t'ai pour dire leur importance, donc essayez de les garder. Soyez à l'écoute, faites-lui savoir que vous l'écoutez. Quand vous parlez de la consommation, je vous le disais tantôt, cherchez à comprendre les raisons plutôt que de chercher à savoir ce qui est consommé. Ça va dans un deuxième temps, mais qu'est-ce qui cause la consommation? Je ne vois pas à l'inspecteur de police si tu as consommé où, avec qui, qu'est-ce que tu as consommé. Davantage de dire qu'est-ce qui est arrivé, est-ce que c'était consentant, est-ce que c'était volontaire, est-ce que tu t'es senti obligé de le faire? C'est le genre de choses qu'on peut demander. Quand vos jeunes vous confient des choses importantes sur la consommation, reconnaissez l'importance, puis reconnaissez que vous êtes content qu'ils vous en parlent et partagez vos attentes et vos limites. Évidemment, on en a parlé avec la supervision. Dernière chose peut-être, sachez que l'adolescence, je vous l'ai dit tantôt, est une période de transition où votre jeune aura plusieurs choix à faire.
aidez-le à faire les choix plutôt que faire les choix pour lui. Donc, à réfléchir, à s'informer. Tout à l'heure, je parlais d'éducation par rapport à la question qui a été posée. Montrer aux jeunes où on peut trouver de l'information. S'il ne veut pas que ce soit vous qui donnez l'information, montrez-lui où la trouver sur des sites qui sont crédibles pour lui. Des fois, les amis peuvent dire quelque chose, mais des fois, les amis ne disent pas toujours la vérité. Donc, amenez-le à être critique par rapport à la consommation. Aidez-le aussi à être capable de faire ce qu'on appelle la résolution de problèmes, de trouver par lui-même des solutions à ses problèmes, tout en lui confirmant que vous ne serez pas loin autour. T'sais. Donc, n'arrivez pas toujours avec des solutions toutes faites. Regardez ce que lui propose ou elle propose comme solution. Et si, évidemment, votre adolescent semble utiliser l'alcool ou les drogues comme une échappatoire, par exemple à des moments de tristesse, à une peine d'amour, le fait pour être comme les amis, bien, peut-être que vous pouvez chercher avec lui d'autres façons de répondre à ces besoins-là ou de résoudre le problème. Voilà. Puis, je vous ai mis les étapes de résolution de problème que vous connaissez peut-être, sinon elles sont là, que vous pouvez faire, les enseigner à votre adolescent, que vous pouvez faire par vous-même ou pour vous-même aussi, mais c'est somme toute des résolutions de problèmes qu'on connaît assez, là, qu'on fait, qui nous sont enseignées pour plein de situations. Dernière chose, si votre adolescent souhaite recevoir de l'aide, encouragez-le, accompagnez-le. Attention à ne pas vouloir plus que lui parce que des fois, ça peut freiner sa motivation. Il vous dit hey, « j'aimerais peut-être ça en parler à quelqu'un. » « Ouais, ben attends, je vais prendre le téléphone, je vais appeler, je vais te trouver quelqu'un. » Attendez. Lui aussi, il faut qu'il fasse un bout de démarche parce que sinon, si vous voulez trop, il va trouver que vous vous mêlez trop de ses affaires. Ça veut de l'indépendance, un adolescent. Et trouver, évidemment, la ressource qui convient à sa gravité de consommation. Si c'est un problème de consommation, un centre spécialisé en dépendance va faire la chose, va faire l'affaire. Mais si c'est plus une consommation plus à risque ou une initiation ou des questions qui se posent, bien, peut-être qu'un intervenant scolaire peut aussi servir. Puis, il y a différents organismes communautaires qui peuvent lui venir en aide. Somme toute, si votre adolescent ne veut pas recevoir de l'aide parce qu'il ne reconnaît pas qu'il a un problème de consommation, mais que vous, ça vous inquiète, je vous dis attention, il n'est pas nécessaire que votre adolescent reçoive de l'aide pour que vous en receviez comme parent. Vous pouvez demander de l'aide de façon individuelle. Il y a certains parents de participer à des groupes, de ne pas se sentir seuls dans ce qu'ils vivent, ça peut les aider énormément. Quand on est parent d'adolescents, on est dans de l'hypervigilance, surtout avec la consommation. Accordez-vous des moments de répit pour contrebalancer ces moments d'hypervigilance-là. Puis évidemment, bien, évitez de vous engourdir vous-même en consommant parce que des fois, bien, il n'y a pas que les adolescents qui peuvent utiliser la consommation pour faire face à leurs difficultés. Voilà. Je sais que le temps a passé vite, puis j'ai parlé de beaucoup d'affaires, puis j'ai pris plus de temps, mais s'il y a des questions, ça va me faire plaisir de rester